Maison-Blanche en crise. Trump face à ses plus grands ennemis. Dans l'histoire, disait Abraham Lincoln, on peut tromper tout le monde un certain temps, ou tromper quelques-uns tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Ce soir, sur le point US, nous vous emmenons dans les coulisses d'un récit présidentiel qui vacille. Une vérité fuyante, des images retouchées, une communication qui tourne au fiasco. Et un président dont chaque photo soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un univers de complots, de secrets bien gardés et de révélations troublantes. Ici, chaque détail compte. La couleur d'une main, l'ombre d'une cheville, la date d'une photo. Autant d'indices qui pourraient bien redéfinir ce que vous pensiez savoir de Donald Trump et de son pouvoir. Avant d'entrer au cœur de ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Car sur le point US, nous ne servons pas l'actualité fade et sans saveur. Ici, elle est relevée, épicée, sans filtre et toujours au plus près de la vérité. Ce que vous allez entendre maintenant n'a rien de banal. Partie 1. Quand le corps du président devient un communiqué de presse raté. Mesdames et messieurs, commençons par ce qui saute aux yeux avant même d'ouvrir la bouche. Le corps du président Trump est désormais une salle de presse ambulante, où chaque veine gonflée, chaque main boursouflée, chaque cheville enflée donne plus d'informations qu'un communiqué officiel. C'est ça le vrai problème. Au lieu de rassurer, les photos diffusées par la Maison-Blanche transforment la santé du chef de l'État en devinette grandeur nature. Voyez un peu la scène. On voulait nous montrer un Trump dynamique, conquérant, prêt à affronter la campagne et les critiques. Mais les clichés postés ont eu l'effet inverse. Au lieu d'un lion rugissant, on a vu apparaître un vieux matou fatigué, les pattes gonflées et les yeux un peu ternes. Les mains, surtout, les mains. Rouges par endroits, pâles ailleurs, presque comme si on avait oublié d'appliquer le bon filtre Instagram. Et les chevilles? Elles n'ont pas besoin de micro pour parler, elles crient déjà leur vérité. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont des médecins invités sur les plateaux qui, tout en prenant des pincettes, soulignent la possibilité de pathologies cardiovasculaires, rénales ou hépatiques. Mais la Maison-Blanche, fidèle à son habitude, préfère jouer la carte du circuler, il n'y a rien à voir. On nous balance une explication digne des mauvais feuilletons. Non, ce n'est pas grave, juste une petite réaction, peut-être la fatigue. Ah bon? Fatigue, mais à ce rythme, c'est tout un générateur électrique qu'il faut pour recharger les batteries du président. Et puis, parlons franchement, à quoi bon maquiller les mains d'un président? Quand un homme de cet âge et de ce poids décide de prendre la lumière, le public s'attend à voir l'original, pas la copie retouchée comme une publicité de dentifrice. Mais non, on nous sert un Trump version Photoshop, où l'on gomme plus qu'on ne montre. Résultat, le public se méfie, les journalistes s'en donnent à cœur joie, et les réseaux sociaux transforment chaque cliché en mème. Comme quoi, quand le corps devient une énigme, la vérité finit toujours par fuir. Et vous, chers spectateurs du point US, dites-nous en commentaire. Pensez-vous que ces images cachent une vérité médicale inquiétante ou que c'est encore une stratégie pour détourner l'attention? Dans tous les cas, abonnez-vous tout de suite. Parce qu'ici, ce n'est pas la Maison-Blanche qui vous raconte des histoires, c'est nous qui décortiquons le plat, et sans ketchup mensonger. Et justement, en parlant de mensonges visuels, passons maintenant à la partie 2, où l'on découvrira comment certaines photos dites récentes n'étaient en réalité que de vieux clichés dépoussiérés. Partie 2, les photos recyclées. Quand la communication de Trump fait dans le marché de l'occasion. À mes frères, mes sœurs, asseyez-vous bien et attachez vos ceintures, car là où la Maison-Blanche voulait nous impressionner, c'est plutôt le marché Mokolo de Yaoundé qui nous ont rappelé. Vous savez ces vendeurs qui vous disent « frais arrivage, dernière collection », alors qu'en vérité, la marchandise date de l'an passé? Eh bien, c'est exactement la même chose que nous avons vu avec les images soi-disant récentes de Donald Trump. Un exemple concret. La fameuse photo au golf avec John Gruden, vendue comme une preuve éclatante de sa vitalité. Sauf que, petit détail qui tue, cette image datait en fait du 23 août, pas d'hier. On voulait nous faire croire à une exclusivité, mais c'était une rediffusion. Un peu comme un vieux feuilleton qu'on repasse aux heures creuses et qu'on essaie de faire passer pour une première diffusion mondiale. Et ce n'est pas fini. Sur Instagram, on a ressorti une photo censée prouver la présence du président à un match Alabama-Georgia. Mais là encore, erreur de scénario. Ce n'était pas le match de cette année, mais celui de l'an passé. Autrement dit, le président est peut-être en train de jouer avec le temps comme s'il était Docteur Strange, mais sans magie ni anneau cosmique. Le problème, c'est que dans ce monde numérique où chaque image est disséquée, datée, vérifiée en 3 clics, croire qu'on peut berner l'opinion relève du comique. Les internautes américains, eux, ne se sont pas privés. Ils ont comparé les tenues, les arrière-plans, même la couleur de l'herbe. Résultat. La vérité a sauté aux yeux comme un mauvais montage. C'est dire que la communication présidentielle, au lieu de calmer les doutes,
a transformé la présidence en véritable concours Photoshop géant. Mais la vraie question est la suivante. Pourquoi mentir sur la date? Pourquoi maquiller l'agenda du président avec de vieilles photos? C'est là que le bâtiment blesse. Car si vous cachez des images derrière des artifices, c'est que vous avez peur de montrer le présent. Et ça, dans la politique américaine, c'est plus dangereux que 1000 critiques réunies. Parce que dès qu'on soupçonne le président de cacher son état, le doute s'installe et la confiance s'évapore. Et vous, chers spectateurs du Point US, dites-moi sincèrement, quand un président commence à vivre dans le passé, est-ce qu'on peut encore croire à son avenir? Écrivez votre réponse dans les commentaires, et surtout abonnez-vous, sinon vous risquez de vous retrouver comme ces photos, périmées et oubliées dans le fond d'une vieille galerie. Ici, au Point US, on ne recycle pas la vérité, on la décortique fraîche du jour, comme le bon poisson braisé du Carrefour. Et puisqu'on parle d'images qui ternissent plus qu'elles ne rassurent, allons maintenant jeter un œil à la partie 3, où le président choisit de s'entourer de personnages aussi controversés que des voisins bruyants. Sauf que, en plus, traînent des casseroles judiciaires. Partie 3, les amitiés encombrantes, quand le cercle du président ressemble à un buffet de scandales. À mes chers spectateurs, entrons maintenant dans la galerie des amis du président Trump. Vous savez, en politique comme dans la vie de quartier, ton entourage finit toujours par parler plus fort que toi. Quand tu marches avec des saints, on dit que tu es un ange. Mais quand tu t'affiches avec des personnages au passé sulfureux, même ton ombre commence à sentir le soufre. Dernier exemple en date. Le président s'est réjoui publiquement que Woody Allen, oui, vous avez bien entendu, Woody Allen, souhaite le diriger dans un prochain film. Non, ce n'est pas une blague, c'est réel. Mais franchement, est-ce que c'était le moment? Déjà que Trump est critiqué pour ses propres dérapages verbaux et ses postures douteuses, voilà qu'il choisit de se rapprocher d'un cinéaste qui traîne derrière lui un océan de polémiques et de controverses liées à son passé. C'est un peu comme si un maire accusé de corruption décidait d'inaugurer sa campagne en compagnie du caissier le plus célèbre d'un braquage de banque. Et le pire, c'est que ce type d'association ne tombe pas du ciel. Trump adore briller aux côtés de figures provocatrices, quitte à ce que leur réputation ressemble plus à une casserole qu'à une médaille. C'est sa stratégie de toujours, choquer pour exister, provoquer pour occuper la une. Mais à force de jouer avec les flammes, on finit par sentir le brûler. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. La vérité est simple. Dans un pays où l'opinion publique est plus sensible qu'une corde de guitare, le président ne peut pas se permettre d'applaudir un artiste éclaboussé par tant de controverses. C'est du pain béni pour ses adversaires politiques, qui n'ont même plus besoin de creuser. Ils se contentent de regarder qui l'entoure, et hop, les arguments tombent tout seuls. Dites-moi vous-même, chers abonnés du Point US, peut-on vraiment faire confiance à un leader qui choisit ses amis comme on choisit des piments au marché, sans vérifier s'ils sont pourris ou pas? Répondez en commentaire et surtout, abonnez-vous. Parce que si vous comptez sur la Maison-Blanche pour vous dire la vérité, vous allez finir comme ces vieux CD rayés, à tourner en boucle sans jamais sortir une note correcte. Ici, on casse les masques, on ne les repeint pas. Et puisqu'on parle de casser les masques, il est temps de regarder du côté de la rue, là où la contestation gronde et où les foules n'ont plus peur de défier le pouvoir. Direction la partie 4, là où la voix du peuple se fait entendre plus fort que tous les communiqués officiels réunis. Partie 4. Quand la rue parle plus fort que les micros officiels. Mes chers spectateurs, ouvrons grand les oreilles, parce qu'ici ce n'est plus la Maison-Blanche qui mène la danse, mais la rue américaine qui tape du pied. Et croyez-moi, quand la rue se met en colère aux États-Unis, ce n'est pas un simple murmure, c'est une fanfare géante, avec tambours, pancartes et slogans qui claquent comme des coups de fouet. Prenons Chicago pour commencer. Ce n'était pas une manifestation, non, c'était carrément un carnaval de contestation. Les pancartes rivalisaient avec les banderoles, les slogans couvraient les sirènes de police. Le maire Brandon Johnson, lui, n'y est pas allé par 4 chemins. Avec une voix de griot moderne, il a lancé « Pas de troupes fédérales à Chicago, investissez dans Chicago ». À mes frères, ça sonnait presque comme un sermon de dimanche matin. Le peuple répétait en chœur, comme dans une église improvisée, sauf que cette fois, l'homélie visait directement la Maison-Blanche. Et ce n'est pas qu'à Chicago que la marmite a débordé. À Boston, à Greensboro, et même devant la Trump Tower, les manifestants ont pris la rue comme si elle leur appartenait. Les slogans, c'était du feu, contre les rafles de l'ICE, contre la militarisation des quartiers, contre cette impression d'un État qui se transforme en vigile armé plutôt qu'en protecteur. La fête du travail, qui d'habitude sent le barbecue et les feux d'artifice, a cette fois viré au grand défilé politique. C'était la bourdée, oui, mais version contestation XXL. Et pendant que la Maison-Blanche diffusait des images d'un président souriant, la rue montrait une autre vérité. Celle d'un peuple qui ne veut plus se laisser intimider par les bottes ni par les discours ronflants. Les caméras ont capté des familles entières, des syndicalistes, des étudiants, des retraités. Tous ensemble, comme un seul corps.
Comme on dit chez nous, quand le peuple sort ses casseroles, même le président doit baisser le feu. Ajoutons à cela le « Fighting Oligarchy Tour » de Bernie Sanders, qui attire encore des foules impressionnantes. Plus de 6500 personnes rassemblées à Portland, dans le Maine, juste pour entendre un sénateur leur rappeler que l'Amérique appartient au peuple et pas aux milliardaires. Et oui, même en année creuse, la gauche progressiste réussit à rameuter des foules là où Trump peine à faire croire qu'il joue encore au golf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple américain a encore des alternatives et que la rue refuse de se taire. Et vous, spectateurs fidèles du Point US, dites-moi en commentaire, qui croyez-vous aujourd'hui? La Maison-Blanche qui recycle ses communiqués comme de vieilles publicités, ou la rue qui crie sa vérité sans micro officiel? Moi je vous le dis, abonnez-vous tout de suite, sinon vous risquez de finir comme ces communicants de Trump, à courir derrière le peuple avec un mégaphone déchargé. Ici, au Point US, nous, on amplifie la voix des foules, pas les discours en conserve. Et justement, pendant que les Américains battent le pavé, ailleurs dans le monde, les capitales étrangères observent, rient parfois, et affichent une unité glaciale face à Washington. Direction la partie 5, où la scène internationale se transforme en théâtre, et où Trump semble plus isolé que jamais. Partie 5. Quand le monde entier regarde Trump comme un mauvais film déjà vu. Mes chers spectateurs, ouvrons maintenant le rideau du théâtre international. Là-bas, ce n'est plus l'Amérique qui fait trembler les autres. Non, c'est plutôt Trump qui se retrouve transformé en acteur secondaire, coincé dans une pièce diplomatique où personne ne lui a donné de script. Les capitales étrangères observent sa descente comme on regarde une série Netflix qu'on a déjà trop regardée. On sait que l'épisode va mal finir, mais on reste assis juste pour rigoler un peu. Regardez Bruxelles, par exemple. L'Union européenne, habituellement divisée comme un couple qui se dispute pour la télécommande, s'est soudainement mise d'accord. Nous n'avons pas besoin de ce Trump-là pour dicter la marche du monde. Les chancelleries, d'habitude pleines de diplomates qui parlent comme s'ils chantaient du Chopin, se sont mises à rire sous cap. Pour eux, Trump, c'est devenu un mauvais souvenir. Un vieux disque rayé qu'on ressort juste pour se rappeler à quel point la musique d'avant était catastrophique. À l'ONU, mes frères, l'ambiance est encore plus glaciale. Là où autrefois la délégation américaine entrait comme un coq au milieu de la basse-cour, cette fois-ci, on dirait plutôt un poussin qui cherche sa mère. Les alliés traditionnels, fatigués de ses tweets incendiaires et de ses menaces improvisées, le regardent désormais comme un parent gênant qu'on a invité au mariage juste par politesse. Et quand Trump tente de bomber le torse, la Chine, la Russie, même la petite Corée du Sud l'observe avec un sourire en coin, comme pour dire « Continue ton cinéma, on connaît déjà la fin ». Mais le plus savoureux, c'est du côté africain. Et oui, chez nous, les présidents qui ont l'habitude de tenir leur peuple par la barbe se disent « Ce Trump-là, il nous ressemble trop ». Pourtant, même n'ose plus l'applaudir en public. C'est que le personnage est devenu radioactif. On peut en rire au salon, mais jamais devant les caméras. Un président africain a même soufflé à son conseiller « Ne cite plus jamais Trump dans mes discours, sinon je t'envoie gérer le ministère de l'élevage ». Voilà le niveau de malaise. Alors mes frères, voyez-vous, à l'international, Trump est de plus en plus seul. Comme on dit chez nous, quand tu es en palabre avec ton quartier, même ton chien finit par te fuir. Et là, même les vieux partenaires américains, ceux qui hier encore lui envoyaient des fleurs, aujourd'hui changent de trottoir quand ils le croisent. Maintenant, chers abonnés, ou plutôt, chers futurs abonnés du Point US, vous avez deux choix. Soit vous restez dans l'ignorance, comme ces diplomates qui dorment au Conseil de sécurité, soit vous cliquez sur le bouton s'abonner pour rester éveillé et comprendre le vrai cinéma mondial. Ici, on ne vous raconte pas la politique en version muette. Non. On vous sert le son, l'image et le piment qui fait pleurer les yeux. Alors abonnez-vous, sinon demain vous apprendrez l'actualité au marché, entre deux clients qui marchandent les tomates. Et justement, après cette tournée diplomatique où Trump fait rire plus qu'il n'impressionne, il est temps de clore ce spectacle avec une conclusion à la fois tranchante et inoubliable. Car la vraie question est simple. Que reste-t-il de ce Trump en chute libre? Partie 6. Quand le rideau tombe, que reste-t-il de Trump? Mes chers spectateurs, asseyez-vous bien et attachez vos ceintures, parce que le spectacle touche à sa fin. Et comme au théâtre, le plus intéressant ce n'est pas seulement la pièce, mais la réaction du public quand les rideaux se referment. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Donald Trump après toutes ces secousses, scandales et cris de la rue? Eh bien, il reste l'image d'un homme qui croyait écrire l'histoire comme un général romain, mais qui finit par ressembler à un comédien fatigué d'une troupe de quartier. Au début, il entrait sur scène en costard flamboyant, sûr de lui, les bras levés comme un boxeur qui a déjà gagné. Mais maintenant, ses gants sont troués, sa voix tremble, et même ses propres supporters commencent à se demander « Papa, est-ce que tu peux encore tenir 12 rounds ?» On voit un Trump coincé entre plusieurs feux. D'un côté, les juges qui allument leur briquet comme si c'était un feu de bois.
De l'autre, les manifestants qui battent les casseroles comme s'ils préparaient un dolé collectif. Et tout autour, le monde entier qui regarde, non pas avec respect, mais avec cette curiosité moqueuse qu'on réserve aux voisins bruyants dont la maison s'effondre sous nos yeux. Ce qui est frappant, mes frères, c'est le contraste. Hier encore, Trump se vantait d'être l'homme fort, celui qui n'a peur de rien, le maître du deal, l'Amérique d'abord. Aujourd'hui, il est comme un vieux moteur de taxi qu'on pousse au carrefour. Il tousse, il fume, il fait du bruit, mais il n'avance plus. Et quand il essaie de redémarrer, les passants éclatent de rire. « Et grand, gare-toi seulement, le voyage est fini. » Et pourtant, attention, ne le sous-estimons pas trop vite. Car Trump, même en chute, reste Trump. C'est un homme qui s'est transformé chaque gifle en spectacle, chaque défaite en slogan, chaque humiliation en opportunité pour récolter encore un peu d'argent ou de soutien. Comme un vieux musicien de cabaret, il continue à chanter même quand les clients quittent la salle. Mais la vérité est là, les projecteurs s'éteignent peu à peu, et le public, lassé, regarde déjà ailleurs. Alors chers abonnés, ou plutôt chers futurs abonnés, parce que je sais que certains d'entre vous regardent cette vidéo comme des espions, sans jamais cliquer sur le bouton rouge, je vous pose la question. Vous voulez vraiment attendre que Trump vous invite lui-même à vous abonner? Avec sa voix cassée? Non mes frères. Cliquez maintenant, parce qu'ici au point US, on ne vous raconte pas la politique comme une soupe fade. Non, on y met le piment, l'oignon, l'ail et même un peu de gingembre. Bref, le goût est complet. Le rideau tombe, l'acteur principal titube, et la salle rit encore. Mais la pièce n'est pas finie. Le monde politique américain prépare déjà un nouveau chapitre, encore plus explosif. Et c'est là que nous vous donnons rendez-vous, toujours ici, pour le prochain épisode. Conclusion. Un dirigeant en représentation, un pays à la croisée des chemins. Bilan. Entre signes visibles sur un corps politique, images recyclées, amitié risquée, colère populaire et repositionnement géopolitique, le portrait qui se dessine est celui d'un leader qui tente de tenir une image déjà fissurée. La communication a voulu jouer la démonstration de vitalité. Elle a offert, pour l'instant, un spectacle de doutes et d'isolement. Le vrai enjeu n'est pas seulement la santé d'un homme, mais la confiance d'une nation. Quand le récit officiel diverge trop fortement de ce que voient les citoyens et ce que disent les chiffres, la légitimité vacille. Que pensez-vous que fera la Maison-Blanche? Recréer un récit crédible ou poursuivre la gestion spectacle? Écrivez votre réponse en commentaire, likez si l'analyse vous a plu et abonnez-vous à Le Point US pour recevoir nos prochaines enquêtes et décryptages. On se retrouve dans la discussion. Et surtout, ne lâchez rien. La démocratie se nourrit de questions.